marathon des mots en ligne. Quel est justement le premier mot qui vous vient à l'esprit pour décrire ce que nous vivons aujourd'hui? Bonjour, je dirais surprenant, dans le sens que ça a pris tout le monde de court, pratiquement. On ne s'y attendait pas. C'est déjà arrivé hein, dans d'autres époques, mais ce n'était pas encore arrivé de notre temps, si vous voulez. C'est toujours, il y a eu des épidémies dans un pays déterminé, ou deux ou trois, dans plus ou moins une région du monde. Mais là, c'est quelque chose de planétaire. Donc, c'est ça qui a posé problème. Donc, je ne peux m'empêcher de penser à toutes les victimes hein, de cette pandémie. Et même si personnellement, ça n'a pas tellement influé sur mon travail en tant qu'écrivain, j'ai été habitué à travailler chez moi, à rester chez moi, donc ça n'a pas été très, et ça n'a pas eu de conséquences, je veux dire, négatives, à part les conséquences que ça a pu avoir financières pour un certain nombre de corps de métier, donc je veux dire les libraires, les éditeurs, les écrivains eux-mêmes. Mais sinon, personnellement, ça allait. Et puis, forcément, on pense, je le redis, à toutes les victimes de cette pandémie, qui continuent d'ailleurs dans d'autres régions du monde. D'autres régions du monde concernent votre livre, votre roman, dont on va parler dans un instant, puisque selon l'Observatoire international des migrations, 17 000 personnes ont péri en voulant traverser la Méditerranée depuis 2014 pour rejoindre le continent européen. Pourquoi est-ce que dans votre roman Mur Méditerranée aux éditions Sabine Vespizer, vous avez voulu leur donner une voix, un visage et plus particulièrement un visage féminin? Disons que c'est une question qui m'habite depuis très longtemps, pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai envie de dire, à cause ou grâce, je ne sais pas comment dire, hein, de mon histoire en tant qu'individu, en tant qu'être humain. Et je suis d'Haïti. Haïti, c'est la Caraïbe. Et la Caraïbe, on sait comment la Caraïbe a été peuplée dans l'histoire hein, par et des gens qui sont venus d'ailleurs. Les autochtones ont été décimés. Donc, par en grande partie l'esclavage, les Africains qui ont voyagé dans les cales des bateaux, et aussi par les colons, parce que la Caraïbe, j'ai envie de dire, pour aller vite, un métissage, une rencontre de peuples. Donc, il y avait les maîtres et les esclaves, et les deux ont constitué la Caraïbe d'aujourd'hui. Donc, j'ai cette histoire en moi d'abord déjà. Ensuite, si je remonte à moins loin, je suis d'une génération des années, fin années 70, début années 80, où il y avait les boat people, les Cubains et Haïtiens. Et je ne parle même pas des Vietnamiens, mais je parle de ceux qui nous concernent dans la Caraïbe, les Cubains et les Haïtiens, qui essayaient de partir dans les mêmes conditions vers les États-Unis. Donc, c'est un deuxième élément. Il y a un troisième élément qui est que j'ai longtemps vécu en Italie. Donc, et comme on sait que l'Italie a été en première ligne de ce phénomène. L'Italie a reçu un nombre incalculable, des dizaines de milliers de réfugiés qui sont venus d'un peu partout, du Moyen-Orient, de l'Afrique subsaharienne et de l'Afrique du Nord, et ainsi de suite. Donc, forcément, c'est une histoire qui me traverse et qui m'habite. Et puis, finalement, c'est sorti comme beaucoup de choses chez moi qui mettent du temps à mûrir. Donc, pourquoi, comment dire, des femmes, là aussi, c'est une histoire à la fois culturelle et personnelle où les femmes jouent un rôle important dans la société haïtienne, dans la culture haïtienne et dans ma vie personnellement. Hein. Donc, j'ai été élevé par des femmes. Donc, pour moi, c'est des figures très marquantes et très fortes. Et ça a été tout naturel pour moi à partir du moment où j'écrivais ce roman et que les personnages principaux soient des femmes. Parce que n'en déplaise à nos amis les hommes, je crois que les femmes sont beaucoup plus courageuses que nous. À travers ce livre, vous nous rappelez que les migrants ne sont pas tant candidats au départ que des candidats à la vie. Quel est néanmoins le prix qu'ils doivent payer pour avoir droit à cette vie meilleure à laquelle ils aspirent? Le prix est très élevé, et surtout pour les femmes. C'est-à-dire qu'il y a un prix, j'ai envie de dire, matériel, donc elles payent, elles ne finissent jamais de payer, elles sont rançonnées pratiquement en cours de route. Et puis, en tant que femmes, elles sont plus vulnérables. Hein.
souvent on voit des femmes débarquer des bateaux avec des enfants au sein, mais ce ne sont pas des enfants qu'elles ont amenés, ce sont des enfants qui sont le produit souvent de viols en cours de route. Donc le prix est très très élevé, il y a un traumatisme qui est très très fort, et celles qui arrivent, ce sont à la fois les plus fortes parce qu'elles ont réussi à surmonter tout ça, et en même temps les plus fragiles par rapport aux conséquences que cela va avoir et sur comment dire, leur vie. Les détresses post-traumatiques, par exemple, ce sont très très fortes, qui sont là, et ça va laisser des traces. Le prix est énorme, mais on le sait, quand les gens partent comme ça, ce n'est pas de gaieté de cœur, elles partent parce que et justement, elles n'ont plus le choix. Et dans le roman, les trois personnages, Shoshana, la Nigériane, et Semar, la Syrienne, l'Érythréenne, pardon, et Dima, la Syrienne, c'est des gens qui, surtout Dima, qui était une bourgeoise, qui avait les moyens de vivre chez elle, mais qui va être obligée de fuir la guerre. Et à partir du moment où elle fuyait, comment dire, cette guerre-là, elle n'avait plus le choix, elle devait aller quelque part, peu importe où. Et finalement, elle est montée à bord de ce bateau où elle se retrouve avec Shoshana et Semar, alors que ces trois femmes dont les chemins n'étaient pas appelés à se rencontrer, et puis elles vont finir par se rencontrer sur ce bateau. Ce bateau que vous décrivez très bien et qui apparaît sur cette mer qui est devenue un immense cimetière, comme vous l'écrivez, en quoi est-ce que la littérature peut à la fois rendre dignité aux vivants et aux morts, mais également abattre des murs? Oui, ça, je pense, moi en tout cas, c'est comme ça que je le conçois. C'est-à-dire, mon rôle d'écrivain, c'est raconter cette histoire à travers ces visages féminins avec dignité, surtout. C'est-à-dire que montrer que ces femmes, d'une part, n'avaient absolument aucune raison de partir, aucune envie de partir, mais elles vont être précipitées, malgré elles, par l'histoire, par les événements. Donc, comme je l'ai dit, l'une qui fuit la guerre, l'autre la dictature, et la troisième le dérèglement climatique, mais malgré tout, elle reste droite, elle reste digne. Et elle se bat, elle continue, comment dire, d'avancer. Et peut-être que la littérature ne parle pas à des dizaines de millions de personnes, mais si on arrive à toucher deux, trois, quatre personnes et à leur faire prendre conscience et de ce qui se passe et de ce qui s'est passé, je pense que quelque part, sur le plan humain, j'aurais fait une partie, et comment dire, de mon travail. Et quand j'ai reçu des lettres assez quand même de gens qui m'ont dit vous avez changé ma vision des choses, eh bien c'est quelque chose qui m'a touché, je ne dirais pas que ça m'a fait plaisir, parce que le but, ce n'est pas de me faire plaisir en ce sens, mais c'est quelque chose qui m'a touché, c'est-à-dire faire prendre conscience que ces gens-là qui arrivent, ces gens qu'on décrit comme des migrants, entre guillemets, sans dire que justement la moitié, ce sont des femmes, et ce sont des femmes avec une histoire derrière elles, et qui ont dû partir. Et là, on prend conscience que ce sont des femmes et des hommes comme nous, et qui ont simplement envie de se trouver une meilleure vie. Et ça, mon rôle, c'est aussi de le faire en tant qu'écrivain. Il y a une phrase qui vous tient beaucoup à cœur dans ce livre, c'est que l'espoir devrait être le dernier à mourir. Quel est votre espoir aujourd'hui? Mon espoir, qui est une utopie, je dirais, mais rien ne s'est réalisé sans utopie, c'est que on finit par comprendre que nous sommes tous sur le même bateau. C'est-à-dire que dans le roman, par exemple, il y a pratiquement trois classes. Il y a des gens qui voyagent, mais très peu, dans une cabine à l'abri des vents et de l'eau. Il y en a une grande partie qui est, disons, presque une moitié qui est sur le pont, dont fait partie Dima, et puis il y a une énorme majorité qui se trouve dans la cale, où se trouve, où se sont retrouvés Semar et Shoshana. Donc, c'est-à-dire les trois sont sur le même bateau, mais sauf que quand le bateau coule, tout le monde coule et avec le bateau. Ceux qui sont sur le pont, ceux qui sont dans les cabines et ceux qui sont dans la cale. Donc, si on arrive à prendre conscience de ça, qu'on est tous sur le même bateau. Et aujourd'hui, quand on parle justement, l'histoire de cette pandémie-là vient malheureusement, d'une certaine façon, nous le prouver, qu'on est tous sur le même bateau. C'est quelque chose qui est parti d'on ne sait où. Et il y a plein de polémiques, comment dire, là-dessus, mais n'empêche, peu importe d'où c'est parti, l'idée, c'est qu'on est tous touchés.
ça nous ramène un peu à la fable, comment dire, de La Fontaine, hein, comment dire, la peste, un mal qui répand la terreur. Et bien, ça, on est tous sur le même bateau. Et si on arrive à prendre conscience de ça, de cette utopie-là, je dis, eh bien, on aura gagné quelque chose. Merci beaucoup, Louis-Philippe d'Alembert, pour ce beau témoignage et portez-vous bien. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.